Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le représentant de Philippe Poutou, candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. On vous a connu à la place de Philippe Poutou. Maintenant, on vous voit comme représentant. On a 13 minutes à passer ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci 13 minutes, c'est rapide. Donc tout de suite, Laurence va ouvrir le bal avec une première question. Oui, bonjour Olivier Besancenot. Alors le NPA a soutenu Elie Domota lors du mouvement social en 2009 en Guadeloupe, et vous-même vous vous êtes rendu à plusieurs reprises là-bas, à ses côtés. Aujourd'hui, Elie Domota appelle au boycott des élections, donc il ne donnera pas sa voix à Philippe Poutou. Votre réaction, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça ne me surprend absolument pas. Je sais que c'est une constante dans une partie du mouvement avec lequel nous, on se sent solidaires. Nous, on est favorable au droit à l'autodétermination. Ça fait partie d'une particularité peut-être par rapport à beaucoup de responsables politiques. Le droit à l'autodétermination, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a pas mieux placé que les peuples localement pour décider de leur propre destin et de leur propre statut, quel qu'il soit. Et du coup, nous, on n'a pas de rapport paternaliste, folklorique, contrairement à beaucoup de candidats qui ne vont là-bas qu'au moment des élections. Et c'est vrai qu'une des différences, c'est que moi, j'y suis allé quand il y avait des combats, comme un internationaliste. Et au moment des élections, on est respectueux justement de cette solidarité. Par exemple, on ne construit pas l'ENPA en Guadeloupe, en Martinique, mais par contre, on a des relations militantes avec d'autres organisations. Et c'est dans ce sens-là. Donc, c'est la France là-bas, quand même, en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'alors, c'est la France et ça l'est. Que tout est décidé à Matignon, tout est décidé à l'Élysée. Là, on pourrait décider tellement, beaucoup plus localement. Donc, Philippe Poutou parle également pour les gens qui sont outre-mer. Oui, mais il le parle à notre manière, c'est-à-dire en solidarité, pas à la place d'eux. Et je crois que ça, c'est essentiel. Nous, vous savez, on est des militants internationalistes, anticolonialistes, antiracistes. On est trop conscient de ce que fait l'État français. On est trop conscient du fait que le colonialisme pour l'État français, ça ne se conjugue pas simplement qu'au passé, mais aussi au présent. Vous parliez de la solidarité que j'ai pu, pour mon parti, exprimer avec le LKP et pas qu'avec Elie Domota. Ça s'exprimait aussi, et aujourd'hui encore, face à la répression dont sont victimes les syndicalistes, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe pour les militants de l'UGTG notamment. Après la Martinique et la Guadeloupe dont vous venez de parler, on va rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Nous attend Nadine Guapana. Votre candidat s'est prononcé en faveur de l'autodétermination des peuples. Le processus référendaire à l'œuvre ici, en Nouvelle-Calédonie, vous paraît-il aller dans le bon sens ? Alors, on vous a peu entendu sur le sujet. C'est intéressant de voir ce que vous en pensez. Pourtant, j'étais présent pour la première fois, d'ailleurs, en Kanaki, au mois de décembre, aux côtés de l'USTKE, qui fêtait ses 30 ans. En Kanaki, vous, hein. Je dis en Kanaki parce que nous, on est pour l'indépendance. Voilà, et on le dit clairement, parce que là, il y a un combat qui a été mené. Il y a des échéances qui devraient arriver à terme. Il y a l'échéance de 2014 avec l'élection de l'Assemblée. Et nous, on espère que le référendum ira vite. C'est-à-dire que vous respectez le processus référendaire tel qu'il a été fait ? C'est pas de notre côté qu'il y a problème. C'est visiblement du côté de l'État français qui, à la moindre occasion, cherche à tourner un peu autour du pot. Donc j'espère que le référendum qui sortira de cette élection ira vite. Et puis j'espère que ce sera la bonne question qu'on posera. C'est-à-dire l'indépendance. Alors justement, voilà, pour parler très clairement, parce que là aussi, il n'y a pas mieux placé que la population locale pour régler les problèmes sociaux par rapport à l'emploi ou les problèmes environnementaux qui sont nombreux. Je pense à l'amiante, par exemple. Vous venez de dire, j'espère qu'on posera la bonne question, celle de l'indépendance. Lorsqu'elle a été posée outre-mer, à chaque fois, les populations ont répondu non. Et il y a un an, c'est presque un anniversaire jour pour jour, je sais bien. Mayotte devenait un département français. Des populations. Alors, vous n'avez pas l'impression d'être en décalage vis-à-vis de ce que veulent les populations sur place, vu leur vote? De toute façon, ce n'est pas moi à décider pour elles. Mais par ailleurs, il n'y a pas de modèle exportable. Chaque situation est particulière. Et là, dans le cas de la Kanaki, il y a une histoire. Et quelle histoire? Une histoire récente. On sait à quel prix, on sait à quel coût. Moi, j'entends beaucoup de responsables du GIGN nous faire plein d'interventions sur Toulouse. Alors que... On pourrait quand même être un petit peu plus décent par rapport à ce qui s'est passé en Kanaki, dans la grotte notamment. Vous savez, moi, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé... de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, mais vous n'abordez pas comment réglez-vous le problème. Vous dites on est pour l'indépendance. À Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, par exemple, les votes ont... Oui, j'ai compris. Mais les Antilles dont vous parlez... Contre l'autonomie. J'ai bien noté, ça fait 2 fois que vous en parlez, mais les Antilles dont on parlait juste à l'instant, j'ai cru comprendre avec les militants avec lesquels on est en relation que le meilleur moyen de faire, c'était de poser les questions sociales, les questions nationales, et de faire en sorte, plus que d'avoir un énième référendum, de poser la nécessité, par exemple, c'est le cas de nos camarades du GRS en Martinique, une assemblée constituante, c'est-à-dire le fait qu'on fasse une assemblée locale où on élise au suffrage universel des délégués qui iront définir des institutions qui permettraient à la population locale de pouvoir avoir son propre fonctionnement sur toutes les questions, qu'elles soient économiques, culturelles, parce qu'aujourd'hui, tout est décidé, comme je vous le disais, d'en haut de Paris, contre parfois
tout bon sens, y compris dans les échanges économiques qui pourraient avoir lieu dans la région. Besancenot, vous n'avez pas l'impression que si ces populations ont été amenées à voter contre à plusieurs reprises, mais vous connaissez c'est le en fonction du contexte économique? Absolument, et je connais le autour. chantage à chaque fois qui est utilisé quand on pose qu'une question sans rapport de force. Mais c'est une réalité, ils la vivent au quotidien. Je veux dire, le chômage à 30% à La Réunion quasiment, 20% Martinique, c'est une réalité, c'est pas une vue de l'esprit. Mais qui vous dit que c'est une vue de l'esprit? Moi, je suis trop bien placé pour savoir avec ceux avec lesquels on milite que c'est une réalité. Et c'est tellement une réalité d'ailleurs que le meilleur exemple, plus qu'un référendum posé à cette question-là, ça a été social de 2009. J'ai cru comprendre que c'était aussi dans l'air, parce que les promesses sur le pouvoir d'achat n'ont pas été tenues, que les prix reflambent, que les engagements sur les salaires n'ont pas été tenus. J'ai cru comprendre que le LKP appelait à de nouvelles mobilisations, que du côté de la Martinique, on regardait de ça de près. Moi, quand j'étais sur place, au-delà de la solidarité que j'ai portée, j'ai vu un mouvement de dignité. J'ai vu qu'à ce moment-là précis, j'entendais quelqu'un raconter que les urnes, c'était plus important que la rue. Ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est qu'il y avait une logique de double pouvoir et que la population elle allait vers le LKP pour régler un certain nombre de problèmes. Et ça, cet élément, pour moi, il est essentiel. C'est pas à moi de dire, moi je suis pas un professeur rouge, je suis pas là pour dire aux autres ce qu'il faut faire à leur place. En revanche, je suis solidaire de tous les mouvements d'émancipation, et je le dis et je le redis, le mouvement de dignité, il est arrivé de là, et nous, de l'autre côté de l'océan, on a aussi en tiré notre propre expérience, parce qu'on a aussi nos propres profitations contre laquelle lutter. Alors, Olivier Besancenot, vous parliez il y a 2 secondes de la Guadeloupe, et ben on va en reparler qui nous attend là-bas. Olivier Besancenot, bonjour. En 2009, la Guadeloupe a connu une grève de 44 jours. Le LKP entendait par ce moyen dénoncer un système de profitation. Le collectif a encore manifesté ce mardi, estimant que rien ou presque n'a changé depuis 3 ans. Quelles sont vos propositions contre la vie chère? Alors, Olivier Besancenot. Donc, comme je le disais, c'est en effet toujours d'actualité. Donc, moi, je suis solidaire des revendications du LKP. Il faut d'abord que les engagements qui avaient été signés soient tenus par rapport à la question qui est posée, c'est-à-dire sur le blocage des prix, qui aujourd'hui ne sont plus assurés par une partie du patronat, ne sont plus assurés par la préfecture elle-même. Les engagements de l'État, là, au niveau central, qui n'ont pas été tenus du point de vue des salaires. Donc là, la question, c'est aux autres qu'il faut la poser. Comment se fait-il que des accords qui ont été signés ne sont pas tenus? Quel est le sens de la parole de l'État? Alors moi, j'ai une petite idée sur cette question-là d'expérience, mais je vois rien d'autre que la partager avec nous, on est pas c'est que malheureusement, l'histoire est là pour nous rappeler que régulièrement, l'État français, en l'absence de rapport de force, en l'absence de résistance, revient systématiquement sur sa parole. Et c'est pour ça que l'issue de tout ça, c'est de nouveau la mobilisation solidaire. Je vois que ça comme issue, au-delà des promesses électorales des uns et des autres. Au-delà de la mobilisation solidaire, on sait bien que, si je vous ai entendu sur France Inter, votre objectif n'est pas d'arriver au pouvoir, mais enfin quand même, on ne sait jamais. Si jamais ça arrive, vous n'allez pas simplement vous mobiliser. Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous avez l'élection présidentielle, c'est pour accéder bien sûr, mais vous avez raison, mais nous, ce qu'on propose, c'est la répartition des richesses. Aujourd'hui, on voit, du point de vue de la répartition des richesses, que certains accumulent beaucoup de profits, que ceux qui accumulent des profits, y compris dans le domaine des entreprises, sont les gros groupes, pas les petits groupes qui crèvent. Et c'est aux plus grands groupes, en plus, qu'on donne la plupart des subventions publiques, la plupart des cadeaux fiscaux, la plupart des exonérations de cotisations sociales, et pour tous ceux qu'on citait, notamment dans le domaine du tourisme. Donc on a un fonctionnement qui tourne complètement à l'envers, et la répartition des richesses, ça veut dire que même en période de crise, de l'argent, il y en a. Pour ça, il faut des réponses sur le terrain de la fiscalité, et on a un système fiscal qui aujourd'hui tourne complètement à l'envers. On a beaucoup de... Pardon, allez-y. Alors, le système fiscal. Vous évoquez souvent le sort des travailleurs. Qu'est-ce que vous faites des petits patrons? J'étais en train de vous en parler. Pour moi, la fiscalité, ce n'est pas simplement la question des revenus, mais je reviens quand même sur la question des revenus. Le taux d'imposition réel dans ce pays pour 90% de la population, c'est autour de 40%. Les 0,1% les plus riches, c'est 20%. Ce que je suis en train de vous dire, c'est énorme, mais ça veut dire que contrairement à ce que vous racontent les pleurnichards qui viennent à la télévision pour la droite, la réalité, c'est que plus tu as de l'argent, plus tu as de l'oseille et moins tu es taxé. Donc il faut remettre ça à l'endroit. Mais vous avez raison, il y a aussi le domaine des entreprises. Et là, révélation, 1 mois avant la campagne, Sarkozy découvre quelque chose d'énorme, c'est que les patrons du CAC 40 payent moins d'impôts que les PME, PMI. Grand scoop, c'est en effet la réalité.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 payent en moyenne pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés autour de 8%. Un groupe comme Total paye 0%. Et en effet, vous avez raison, il y a des petits patrons, des PME qui sont prêts à la gorge. Donc, il faut mettre... Comment on fait outre-mer avec ces 90% des patrons qui sont des PME? Qu'est-ce que vous avez à leur proposer comme mesure concrète? Bien sûr, c'est un point commun entre l'outre-mer et ce qui se passe ici, puisqu'il faut savoir qu'en nombre d'entités et d'entreprises, il y a beaucoup plus de petites entreprises en nombre, j'entends. 90%. Oui, absolument. Mais y compris, en nombre. Mais c'est ça que je voulais expliquer. Oui. C'est quand vous prenez du point de vue de la valeur ajoutée, c'est les grosses entreprises qui sont minoritaires qui font la loi. Plus encore, dans 50-60% des cas, les petites entreprises ont des donneurs d'ordre, n'ont pas accès directement au marché, aux consommateurs, à vous, à moi, si vous voulez, et des donneurs d'ordre souvent uniques, qui sont en général des gros groupes. Donc nous, pour répondre clairement à votre question, on est pour responsabiliser fiscalement les gros groupes sur les plus petits. Donc on propose deux choses. En l'occurrence, outre-mer, c'est un petit peu différent, puisque c'est 90% sont des petits patrons, et il n'y a pas vraiment de donneurs d'ordre, parce qu'il n'y a pas de grands groupes. À part le groupe, oui, il y a Ayotte, j'allais quand même y venir. Il y a des grands groupes qui font la loi. Et d'ailleurs, dans les mobilisations dont on parlait tout à l'heure, sur la distribution, dans le tourisme, on en parlait, et on en parlait beaucoup, dans le domaine de l'énergie aussi. Alors, comment fait-on tourner l'économie locale, justement, le financement des entreprises, si les banques ne prêtent pas? Vous parlez de la fiscalité, la défiscalisation, comment on fait? Eh bien, écoutez, que ça soit ici ou ailleurs, si on n'exproprie pas les intérêts privés du domaine bancaire, alors on va raconter des histoires aux enfants. Donc, parce que vous avez... Alors qu'on se ça doucement, qu'on comprenne bien. Absolument, voilà. Ça veut dire concrètement que... Il nous reste une minute. Oui, ça va être compliqué, mais dans le domaine de l'activité, pour faire vite, de la banque et du crédit, si on laisse un opérateur public à côté d'opérateurs privés, je sais comment ça va donner. Ça va donner la même chose qu'à la Poste. C'est un opérateur public qui ne va pas raisonner selon des critères publics, mais des critères privés, en interne pour ses salariés et en externe pour ses clients. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il se fait bouffer par la concurrence. Or, la loi de la jungle capitaliste, vous savez ce que c'est? C'est les plus gros bouffent les plus petits. Donc, il faut des services publics qui est le monopole de l'activité dans le domaine des banques et les crédits, puisque vous parliez des petites entreprises. Mais ça, c'est exactement l'inverse de ce que pense l'Union européenne à propos de la concurrence libre et non faussée. C'est pour ça qu'il faut construire. C'est pour ça qu'il faut construire une autre Europe, sortir de ces traités-là et faire une Europe qui soit faite cette fois-ci pour les travailleurs et les peuples. Parce qu'en effet, une des différences, par exemple, entre les petits patrons et les gros, c'est qu'un petit patron, quand il va taper au carreau de la banque, on lui dit repasse plus tard. Un gros, on lui déroule le grand tapis rouge. Bon. Donc même dans ce domaine-là, je ne demande pas aux petits patrons d'être solidaires dans notre combat, mais voyez, plutôt que de se faire représenter par le MEDEF, il devrait plutôt d'être solidaire des travailleurs. Il nous reste 30 secondes, j'aimerais une réponse rapide à une dernière question en forme de conclusion. On voit bien qu'aujourd'hui, les propositions du NPA sont relativement radicales, alors que les Outre-mer vivent une terrible crise sociale, comme on en a vu depuis ça n'a pas l'air de marcher trop pour vous quand on regarde les sondages. Comment vous expliquez cette différence? En deux mots. Pour une raison toute simple, et là ça parle à notre chair, c'est quand il y a autant de chômage, parce que c'est la marque de fabrique d'abord et une des conséquences immédiates de la crise économique, je sais ce qui se passe pour ceux qui sont au boulot, pour ceux qui ont encore la chance d'y rester. T'es pas content, tu veux l'ouvrir? Il y a 5 millions de personnes qui attendent une seule chose, c'est trouver ta place. La peur dans un premier temps. Et si la crise est de celle... le deuxième temps. Voilà. Vous savez, avant le deuxième temps, non, elle a fini. Je suis navré. Moi, je dévoyais. Le troisième temps. Merci d'être avec nous. Merci Laurence. Et puis on se retrouve nous bientôt. Au revoir à tous.